Passons maintenant à la deuxième section, qui est dédiée à la fonction d'investissement. L'investissement est une dépense d'aujourd'hui en vue des profits futurs. L'investissement des entreprises représente leurs achats des biens d'équipement pour augmenter leur capital ou bien leur stock de capital. L'investissement comme la consommation, c'est aussi une décision intertemporelle, puisqu'il engage l'entreprise de manière durable. La fonction d'investissement est une fonction du taux d'intérêt et elle obéit aussi à la contrainte de demande. Alors, deux principaux points seront traités dans cette section. Je commence par la première section. L'investissement est une fonction du taux d'intérêt. Je dois justifier pourquoi l'investissement est une fonction du taux d'intérêt. Dans un premier point, on va voir cette justification sur fond du mécanisme. La microéconomie nous apprend que le coût d'opportunité de l'investissement est constitué par le taux d'intérêt des titres. Un investisseur qui cherche à investir un dirham, soit il investit en termes réels, c'est-à-dire en achat d'équipement, soit en achat des titres. Dans ce cas-là, il doit faire un arbitrage entre les deux achats. Autrement dit, il doit chercher les critères qui vont lui permettre de prendre cette décision-là. Alors, il doit comparer le rendement des titres avec le rendement de l'équipement. Alors, quand je dis rendement d'équipement, c'est la proportion marginale du capital. Nous savons tous que la proportion marginale du capital est décroissante. La quantité de capital qui va être utilisée sera la fonction inverse du taux d'intérêt. L'investissement, lui aussi, sera une fonction inverse du taux d'intérêt. Il existe une autre raison pour laquelle l'investissement est une fonction inverse du taux d'intérêt. C'est le rationnement du crédit. Lorsque les banques en situation de rationnement du crédit ne satisfont pas toutes les demandes de crédit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les entreprises ne vont pas réaliser tous leurs projets d'investissement. Le taux d'intérêt représente pour les banques le coût marginal des prêts. Si le taux d'intérêt augmente, automatiquement, les banques vont empêcher les entreprises à réaliser ou à financer leurs investissements. C'est la raison pour laquelle, quand le taux d'intérêt est exorbitant, ou bien quand le taux d'intérêt augmente, automatiquement, l'investissement en termes réels diminue. Après avoir expliqué pourquoi l'investissement est fonction inverse de l'intérêt, on va voir comment l'investisseur, ou bien quels sont les principaux critères sur lesquels l'investisseur se base pour décider d'investir ou de ne pas investir. Il y a deux principaux critères. Il y a ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. Il y a aussi
le taux de rendement interne. On va commencer par le premier critère. Le premier critère, la vanne. Quand je dis vanne, ça veut dire quoi? Quand je dis vanne, valeur actuelle nette est égale. Le sigma vient la somme des revenus et surtout de l'investissement qui sera projeté. La somme des revenus actualisés moins le coût d'investissement qu'on peut noter 16 €. Quand je dis je dois actualiser un flux, ça dépend de l'année prévue de sa réalisation. Alors ici, si le revenu on prend un petit exemple. On a l'année T0, T1, T2 et T3. Supposons qu'on a un investissement qui sera projeté sur 3 ans. C'est-à-dire, on doit prévoir, anticiper le revenu R1, R2, R3. Mais quand est-ce qu'on a investi? Ici, c'est en T0, c'est au début, on doit dépenser C0, le capital initial. C'est-à-dire, ce capital qui sera dépensé en équipement, cet équipement aura un revenu après 1 an de R1, après 2 ans de R2, après 3 ans de R3. Mais je dois calculer la somme de ces revenus, mais c'est pas la somme des revenus comme on les a prévus. En R1, on a mis 1, 2, 3. Mais on doit actualiser chaque flux. Chaque revenu, on doit le ramener à l'année T0. Et évidemment, on a le taux à travers le taux d'intérêt. Cette actualisation se fait à travers le taux d'intérêt ou bien le taux d'intérêt des titres. C'est-à-dire si après un an, j'aurai R1. Quelle est sa valeur aujourd'hui? Alors, R1 fois 1 plus I à la puissance moins 1. Ça pour le revenu 1. Pour le revenu 2, R2, sa valeur actuelle, c'est R2, 1 plus I à la puissance moins 2. Revenu 3, sa valeur actuelle, revenu 3 fois 1 plus I à la puissance moins 3. Si j'ai N, c'est R, N fois 1 plus I à la puissance moins N. Voilà, et je fais la sommation de tous ces revenus actualisés. C'est cette somme-là que je dois comparer avec le coût initial de l'investissement. Si la somme de ces revenus actualisés est supérieure au capital initial, bien au coût de l'investissement, au coût de l'équipement, dans ce cas-là, j'aurai une valeur actuelle nette positive. Je peux entamer la réalisation de mon projet. Je passe au deuxième critère, ou bien au deuxième principal critère pour investir. C'est le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne R d'un projet d'investissement est le taux d'intérêt pour lequel
la valeur actuelle des flux ou de revenus nets est égale au coût initial de l'investissement. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va supposer l'égalité suivante. On a d'ici le R qui va permettre l'égalité suivante. C'est 0 d'un côté et de l'autre côté, le sigma I allant de 1 jusqu'à N du revenu actualisé. R I fois 1 plus I à la puissance, plutôt R ici. Voilà. Ça c'est le taux de rendement qu'on doit, le taux de rendement interne qu'on doit chercher. C'est, voilà l'égalité. C'est-à-dire qu'on doit chercher le R qui va permettre cette égalité. Alors, si, quand on trouve R, on doit le comparer, avec le taux d'intérêt des titres. À comparer avec le taux d'intérêt des titres. Si le taux d'intérêt est inférieur au taux de rendement interne, l'investissement sera entrepris. Si le taux d'intérêt appliqué est supérieur au taux de rendement interne, l'investissement sera rejeté. L'entrepreneur sera indifférent à investir ou à passer sur le marché financier si le taux de rendement interne est égal au taux d'intérêt des titres. Pour éclaircir davantage les critères du taux de rendement interne, on va prendre un petit exemple. Une machine qui coûte à l'achat 16 €, une machine 16 € est égale à 70 000 unités monétaires. Les revenus, cet investissement est projeté sur 3 ans. Les revenus sur la durée de vie probable sont R1 40 000 unités monétaires, R2 25 000 unités monétaires, R3 18 000 unités monétaires. Maintenant, on doit calculer le taux de rendement interne R qui satisfait l'égalité coût initial de l'investissement est égal au sigma des revenus nets actualisés. Sigma, c'est-à-dire quand je dis sigma, c'est R1 fois 1 plus petit r à la puissance moins 1 plus R2 fois 1 plus I à la puissance plus R à la puissance moins 2 plus R3, c'est le revenu de la troisième année, fois 1 plus R à la puissance moins 3. Ce terme doit être le même que 16 €, le coût initial du capital qui est de 70 000. Bien sûr, ici, par calcul et par technique d'interprétation linéaire, on trouve la valeur de R qui est égale à 10,5%. 10,5%. L'investissement sera entrepris si le taux d'intérêt appliqué au titre est inférieur au taux de rendement interne, c'est inférieur à 10,5. Par contre, si le taux est supérieur, le taux d'intérêt est supérieur à ce taux de rendement interne, l'entrepreneur ou bien l'investissement sera rejeté.
On passe à la deuxième, ou bien au deuxième point, qui est l'investissement, il est contrainte, ou bien il est fonction de la contrainte de demande. Alors, ici, on va voir un phénomène qui explique ou qui exprime la relation entre la demande d'une période donnée détermine le niveau d'investissement nécessaire pour satisfaire cette demande. Ce principe, ou bien ce phénomène-là, est appelé principe d'accélération. Pour expliquer davantage ça, nous allons procéder par un exemple chiffré. On suppose qu'en été, la production PT soit de 100 millions d'unités monétaires et que pour produire les 100 millions, il faut un stock de capital capté de 200 millions d'unités monétaires. Alors, P, T, la production en T de T est égale à 100 millions d'unités monétaires. Le KT, c'est-à-dire le capital nécessaire pour produire, ou bien pour satisfaire la demande, est 200 millions d'unités monétaires. Ces deux éléments nous permettent de déterminer ce qu'on appelle le coefficient moyen du capital. Le coefficient moyen de capital, K. C'est-à-dire, autrement dit, une unité produite, combien il demande en termes de stock capital. C'est 200, c'est K, c'est capital en T divisé par production en T. 200 millions unités monétaires divisé par 100 millions unités monétaires. Ce qui donne lieu, K est égal à 2. C'est-à-dire, chaque unité produite demande 2 unités de stock capital. On suppose que ce coefficient moyen de capital est constant durant toute la période. C'est-à-dire qu'il est égal au coefficient marginal du capital. S'il est constant, s'il est constant, on peut dire que coefficient moyen de capital qui est égal à K est égal aussi coefficient marginal de capital. Autrement dit, je peux dire que K est égal à KT divisé par PT est égal à la variation de K divisé par la variation de T. La variation de K sur la variation de T. Si la durée de vie, maintenant, de cet investissement est de 20 ans, l'investissement d'emplacement, qui est l'amortissement, est égal à IR, K sur la durée de vie. 200 sur 20 est égal à 10. Et, bien sûr, on va continuer l'exemple à travers le tableau. Le tableau avec
5 ans, les premières 5 années, puis on va donner la demande pour chaque année future. On a déjà dit que la production est égale à la demande de P, dans la demande de P plutôt est égale à 100. Et le capital disponible pour le capital nécessaire est égal à 200. Bien sûr, après on a l'investissement, on n'a rien comme investissement nouveau, mais l'investissement de remplacement est égal à 10. C'est l'investissement brut, c'est l'investissement nouveau plus l'investissement de remplacement en période T. C'est plus 10. 10 plus 0 égale à plus 10. Bien, maintenant je passe à la deuxième année. La deuxième année, on suppose que la demande est de 105. Or, T égale à 2. T est égal à, en période T, en deuxième année. En deuxième année, D2 est égal à 105. C'est-à-dire, on doit produire ce qui est demandé. P, production en période 2 doit être égal à 105. Alors, en période T est égal à 1, on avait un capital nécessaire de 200. Mais, il est disponible en période 2. Alors, capital disponible est égal à 200. Mais est-ce que le capital dont on dispose maintenant est-il suffisant pour produire les 105? Bien sûr, je dois calculer le capital qui sera nécessaire. Bien sûr, on a déjà petit k qui est égal à 2, on a déjà dit que c'est k divisé par P. Alors, on cherche ça. K, T, c'est-à-dire K2. 2 multiplié par production 2. Et 2 fois 105. Le capital nécessaire sera de 210 et pas de 200. C'est-à-dire, on aura un investissement nouveau de combien? 210, le capital nécessaire, moins le capital disponible, 210 plus moins 200 égale plus 10. On a déjà l'investissement de remplacement, et il est de 10. Ça veut dire l'investissement brut en période 2 est égal à l'investissement de remplacement en période 2 plus l'investissement nouveau en période 2. 10 plus 10 égale à 20. Bon, 115, on a une augmentation, c'est le même principe. 115, maintenant, la quatrième année. La quatrième année, qu'est-ce qu'on a? On a une période de stagnation. C'est-à-dire, la demande n'a pas augmenté, il n'a pas diminué. On a demande D4, elle est de 115. D4, 115, D3, elle est de 115. C'est-à-dire, il n'a pas changé. Le capital nécessaire, bon, la production 4, elle est de combien? La production 4, elle est aussi de 115. Ça veut dire, le capital nécessaire en 4, c'est combien? C'est 115 multiplié par 2. C'est 130. 230 plutôt. 230. Maintenant, en D4, c'est la même chose. Pardon, D3. Demande en troisième année. 315, K3 est égal à 230. C'est-à-dire, pour les 2 années consécutives, l'année 3 et l'année 4, on aura le même capital nécessaire. Il est de 230. C'est-à-dire, en période 4, on aura un investissement nouveau qui est nul.
C'est-à-dire on va se limiter à l'investissement de remplacement qui égalise l'investissement brut. Je passe à la période, ou bien à l'année 5. L'année 5. D5, elle est de 105. Qu'est-ce qu'on a ici? 105. 105, on a une diminution. La variation de T est égale 105 moins 115, c'est-à-dire moins 10. Le capital disponible, elle est de 230. C'est le capital nécessaire de la période 4. Elle est de 230. Mais les 230, sont-elles, ou bien sûr, capital est-il suffisant pour produire 105? On va voir. Bien sûr, K5 est égal. Plutôt, capital, le stock capital en période 5 est égal. P5 multiplié par 2. On a production, c'est 105, plutôt 105 ici. 105 multiplié par 2 est égal à 210. C'est-à-dire le capital nécessaire en période 5, il est de 210. Qu'est-ce qu'on a? Capital disponible est 230, capital nécessaire est seulement 210. On a, ici, les entreprises doivent manipuler l'action inverse de l'investissement, c'est le désinvestissement. Mais est-ce que ce phénomène-là est-il possible? Alors, est-ce que les entrepreneurs désinvestissent en revendant par exemple des machines? Ce comportement est irréaliste, au moins à court terme. C'est-à-dire, il y a apparition de machines qui ne sont pas utilisées, c'est-à-dire des capitaux oisifs, remis en service dès que la demande augmentera. Bien. À partir de cet exemple, on a vu 3 périodes. Période où la demande augmente, automatiquement le capital nécessaire ou le capital nécessaire augmente. On a vu la deuxième période, c'est la période de stagnation. Là, on a une demande qui n'a pas évolué. Et la troisième période, c'est la période de réduction de la demande, de diminution de la demande. La réduction de la demande, on a dit qu'il doit se traduire par un désinvestissement, chose qui n'est pas réelle à court terme. Alors, on passe maintenant à la formulation générale, de cette contrainte. La formulation du principe d'accélération suppose que le stock capital s'adapte parfaitement à la production. Si l'économie désire augmenter sa production d'un certain pourcentage, il doit augmenter son capital et investir en conséquence. La formule générale de l'accélération est la suivante. L'investissement de remplacement, l'investissement but en T plus 1 égalise la différence entre la demande prévue en T plus 1 moins la production réalisée, facteur de coefficient K, coefficient moyen de capital, plus l'investissement de remplacement en T plus 1.